Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et comme chaque samedi, c'est avec plaisir que je vous accueille sur ce plateau. Et ce soir, ensemble, nous allons nous pencher sur un des abcès sécuritaires qui a le plus marqué l'actualité africaine. Et pourtant, il reste encore méconnu. Depuis plus de 10 ans, le destin du Sahel est presque scellé. Les pays de la bande sahélienne sont pris au piège d'un abcès sécuritaire sans cesse en mutation, qui s'ajoute aux défis du développement et au même titre d'ailleurs qu'aux spécificités sociales de la région. Une situation exacerbée par des interventions étrangères créant des poudrières au Mali ou Burkina Faso, pour ne citer que ces deux pays. Et pourtant, la résilience des populations, de la jeunesse reste intacte et surtout désireuse de trouver une solution pérenne au chaos préfabriqué au nom de l'intérêt et de l'hégémonie géopolitique. Une solution sahélo-sahélienne, afro-africaine est aussi envisagée. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir d'un habitué de Cap sur l'Afrique, Gamel Abina, journaliste indépendant et spécialiste des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de Prince Koya, spécialiste des questions africaines. Bonsoir Prince Koya, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Et sans plus attendre, on entame notre émission. Je commence avec vous, Gamel. On parle d'abcès sécuritaire au Sahel. Le Sahel, c'est plusieurs pays avec des particularités, des spécificités. Les abcès sont-ils les mêmes dans tous ces pays ? Non, ils ne sont pas les mêmes parce qu'il y a plusieurs groupes qui se sont constitués dans la région. On parle évidemment les deux plus connus, et je dirais même les deux plus connus en termes de djihadisme, c'est AQMI, l'État et l'État islamique. Donc c'est deux groupes islamistes concurrents qui sont sur un terrain très favorable, dans une zone où effectivement, bon, l'essentiel c'est le Mali, mais ça touche les autres pays, dans des zones déshéritées, dans des zones désertiques, dans des zones où effectivement les frontières sont poreuses. Eh bien ces groupes se sont constitués sur la base de plusieurs revendications à la fois religieuses concernant ces groupes islamistes, mais surtout des revendications effectivement indépendantistes concernant l'Azawad, qui correspond à l'essentiel au nord du Mali, donc en gros une interaction entre des problèmes sociaux, culturels, évidemment indépendantistes et religieux. Est-ce que finalement les raisons qui ont conduit à cet abcès sécuritaire sont les mêmes dans ces pays, dans chacun de ces pays ? En réalité, l'essentiel de ce qui fait que des gens arrivent à la radicalité et à des mouvements dits terroristes ou violents, ou encore indépendantistes, c'est souvent des problématiques liées à l'économie. On sent bien que la région sahélienne, c'est une région dans le nord de la région sahélienne, donc la région du désert, hein, pour être très précis. C'est une région dans laquelle il y a très peu de richesses. Il y a 2% en gros de la richesse qui est créée là-bas, même si les richesses souterraines sont importantes, mais peu exploitées. Très peu de redistribution, puisque l'essentiel des richesses sont dans le sud, dans les zones un peu plus verdoyantes, hein, au niveau du fleuve Niger. Et donc, tout cet abandon littéral des populations à une misère programmée, cette paupérisation, la sécheresse qui augmente de plus en plus d'année après année avec le réchauffement climatique, conduit effectivement à ce que la jeunesse qui est déshéritée finisse par entendre les sirènes des organisations islamistes qui leur expliquent que leur sauvetage, leur survie, leur sauve-conduit de l'âme sera dans l'au-delà, et donc il faut d'abord commencer par une lutte armée sur terre, tout simplement. Prince Koya, on parle d'échec des interventions étrangères. Les populations, notamment au Burkina Faso, au Mali et même dans d'autres pays, ne veulent plus des interventions étrangères. À quoi est dû l'échec de ces interventions finalement ? L'échec de ces interventions est dû à plusieurs facteurs. Hein. D'abord parce que il y a une multiplicité justement de ces interventions qui sont pas très mal coordonnées les unes avec les autres. Hein. Pour citer, on a par exemple au sein de la CEDEAO, la grande organisation sous-régionale, on a une force qu'on appelle la FAC, la force en attente de la CEDEAO. En plus de cette FAC, on a eu la création de la force du G5 Sahel, constituée de 5 pays membres de la même CEDEAO. À côté de cela, on avait la MINUSMA déjà, la force onusienne au Mali. Sans compter qu'il y avait également la force Barkhane française qui a quitté le Mali récemment. On note
récemment encore la présence était de groupes russes paramilitaires qu'on appelle Wagner. Et enfin, il y a les forces armées nationales de chacun des pays d'ailleurs qui sont en train de reprendre je parle précisément des interventions étrangères. Est-ce que ce n'est pas la méconnaissance du terrain finalement des militaires étrangers en présence qui ont fait que qui ont conduit à l'échec cuisant de ces interventions? La méconnaissance joue un rôle important, mais c'est aussi la sous-est à parler également d'un environnement socio-politique désastreux qui est un cause favorable justement à l'échec de ces opérations militaires. D'ailleurs, le tout militaire ne permet pas de résoudre la situation abyssale et profonde de la région. On a besoin des avions, on a besoin des satellites, on a besoin des drones hyper sophistiqués pour couvrir cette région très grande. On nous envoie quelques militaires, quelques armes, et très souvent avec des armées très mal. Justement, par exemple, aujourd'hui, le Mali est en train de changer sa stratégie et de passer aussi à l'armement de sa force, des FAMA. Et ce point dérange les puissances occidentales, comme on a pu le voir dans les médias occidentaux. Pourquoi est-ce que ça dérange ce changement de stratégie? Et au même titre d'ailleurs que le fait de miser sur le développement. Ça dérange parce que le projet, c'était quelque part d'accentuer la dépendance militaire des pays africains à l'extérieur. Sinon, ça ne s'explique pas. Ça fait depuis 10 ans bientôt que les forces extérieures sont là. Rien n'a été résolu. Je vais donner la liste de ces forces extérieures. Les résultats n'ont pas été probants. Et donc, la souveraineté veut appliquer et mettre en œuvre son héros social pour finalement sécuriser son territoire. Donc, je finis pour dire que si le Mali le fait, ça veut dire que par conséquent, il tourne le dos quelque part au tout extérieur. On concentre toutes nos forces sur nos forces intérieures et puis les forces extérieures seront finalement un plus. Très bien, merci. Merci Prince. J'aurais une dernière question pour cette partie à poser à Gamel. Gamel Labina, il n'y a pas eu de bilan de ces forces étrangères qui sont restées quand même plus d'une dizaine d'années, je pense notamment à l'opération Barkhane ou encore à l'opération Sabre au Burkina Faso. Pourquoi il n'y a pas eu de bilan, Gamel, à votre avis? Il y a un bilan, c'est le bilan du nombre de Français tués, ça ils en parlent beaucoup, presque 60 morts. Moi je pense qu'il y a une chose qui me dérange un petit peu par rapport aux propos que je viens d'entendre, bien que je partage l'essentiel de ce qui est dit, mais il faut faire très attention à la réalité. Il faut dénoncer ce qui est dénonçable. Lorsque les Français, donc lorsque Hollande, lorsque la gauche française, gauche traditionnellement colonialiste, il faut se rappeler, ose envoyer des forces au Mali parce qu'un de leurs pantins mis au pouvoir là-bas par une dictature déguisée a demandé le soutien de papa ou maman la France, c'est intolérable. On n'a pas à recevoir sur un territoire qui a subi le colonialisme français une force étrangère qui soit française. Là, il y a un problème. Ils auraient dû faire appel peut-être d'abord à l'équipement de leurs propres armées. Pour commencer, les Maliens ne sont pas des bras cassés, en général le Sahel d'ailleurs. Et surtout, il n'est pas acceptable que l'ancienne puissance militaire coloniale qui a des intérêts considérables dans la région vienne intervenir sur un problème qui est lié à une intervention militaire qui a été voulue par la France en Libye. Lourd tribut pour une guerre qui ne le concernait pas, et surtout parce que les intérêts économiques sont considérables et intéressent beaucoup de monde en dehors des Français. Évidemment les Chinois, évidemment les États-Unis, évidemment les forces de tous les empires occidentaux colonialistes. Donc il faut se méfier de cela. Et la problématique qui se pose, c'est pas de savoir si les djihadistes peuvent être vaincus, puisque le Mali fait le travail actuellement et le fait avec brio. La problématique qui se pose, c'est de dire comment on a pu à ce point insulter les peuples africains en envoyant des forces européennes occidentales blanches, donc ça a commencé par Serval en 2013, puis ensuite devenu Berkane, puis devenu Takuba, une force contre la voie aujourd'hui. Il s'équipe militairement par du matériel de qualité, non pas de la ferraille occidentale. Il a des conseils militaires russes qui permettent de former les militaires maliens qui seront autonomes très prochainement. Et surtout, il montre qu'ils sont maîtres chez eux. Au nom de quoi les Occidentaux viennent mettre leurs pieds là où ils ont mis le feu en Libye. C'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire, Gamel, qu'aujourd'hui, on va vers la fin du tout sécuritaire qui a été conduit qui a été mis en place au Sahel sous l'égide des puissances occidentales? Pour commencer, il ne faut plus que les Occidentaux viennent en Afrique. C'est clair. Ils ne doivent plus mettre leurs soldats en Afrique.
À chaque fois qu'ils sont venus, c'est pour massacrer les populations, pour réduire l'esclavage, pour piller, voler, violer. On doit arrêter la plaisanterie. L'Occidental, il reste chez lui. C'est son territoire. Ça, c'est la première des choses. Il faut être catégorique là-dessus. Si les Africains ont des problèmes, ils doivent les régler entre eux. Ça, c'est la première des choses. Et ils doivent équiper leurs armées avec du matériel de qualité jusqu'à ce qu'ils puissent les construire eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, les différentes actions occidentales, on l'a vu au bout de 10 ans, 11 ans maintenant, n'ont conduit à aucune sécurisation de la région alors qu'ils sont suréquipés. Donc posons-nous la question de savoir pourquoi il est là pour faire le bien des Africains, il est là pour garantir ses intérêts économiques et uniquement ses intérêts économiques et de puissance impériale. Donc il faut se débarrasser de cette idée que l'Occident veut du bien à l'Afrique, ça n'est pas vrai. Ils veulent du bien à leur propre portefeuille, leurs propres intérêts. Ensuite, les autres intervenants pourraient être aussi des gens intéressés, c'est vrai, mais au moins ils donnent les moyens aux Africains de pouvoir se défendre avec des armements de qualité. Donc il faut maintenant jouer la carte des concurrents en termes de fournisseurs d'équipements militaires. Ensuite, il faut garantir et sécuriser la région pour que le... Dans un instant... Prince Koya, l'abcès au Sahel est sans doute un des abcès qui a marqué le plus l'actualité africaine et pourtant il reste encore méconnu. Un voile de méconnaissance a été mis sur ce dossier. À votre avis, pourquoi est-ce que ce dossier reste aussi méconnu? Je crois que nous avons un problème avec Prince Koya. Vous pouvez répéter votre question. Vous êtes là. Oui, Prince, je vous entends parfaitement. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Ma question est l'abcès sécuritaire au Sahel est un des abcès qui a le plus marqué l'actualité africaine et pourtant il reste un voile de méconnaissance sur ce dossier. À votre avis, pourquoi? Je ne pense pas qu'il y ait un voile. En fait, c'est juste parce que les puissances étrangères ne souhaitent pas s'intéresser à la question du Sahel. Elles n'occupent pas le haut de l'agenda des grandes diplomaties du monde parce que effectivement c'est une question africaine et tout ce qui est question africaine a toujours occupé l'arrière-plan de l'agenda mondial. Donc elle est présente pour ceux qui la vivent, pour ceux qui y souffrent, pour ceux qui ont perdu la vie. Le Sahel est une question d'actualité, mais évidemment faudrait-il encore qu'elle soit mise effectivement à l'agenda géopolitique mondial. Et c'est tout le problème qui se pose. Et si les puissances mondiales ne le font pas, il faut que ce soit les Africains qui affichent leurs problèmes aux yeux du monde et qui cherchent à les régler, qu'ils en parlent, plutôt que de pouvoir attendre que ce soit la Grande-Bretagne, la France ou n'importe quel autre pays qui le fasse. Très bien, merci Prince. Je reviens vers vous, Gamel. Vous avez commencé à parler de l'importance du développement et de l'importance d'investir dans le développement. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali ou encore du Burkina Faso sont un frein au développement justement tant désiré par les populations pour en sortir de cette crise et de cet abcès? Je trouve que la CEDEAO, qui est évidemment sous contrôle littéralement idéologique occidental, va sanctionner le Mali ou le Burkina parce qu'ils font des coups d'État militaires. C'est quand même la plaisanterie du siècle. Il y a eu un coup d'État militaire dans plusieurs pays d'Afrique qui n'ont pas posé problème tant que c'était des militaires favorables aux Occidentaux. On voit le Tchad, par exemple, il a été littéralement adoubé par Macron, alors que celui qui dirige le Tchad actuellement, le fils d'Idriss Déby, n'est pas forcément démocrate, on l'a bien vu. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut mettre dans la tête des Africains, c'est que la démocratie, si c'est un gage de réussite et de développement économique, ça se saurait. La plupart des pays occidentaux qui sont développés par des dirigeants qui étaient extrêmement, c'était des militaires très souvent, très dirigistes et très dictatoriaux littéralement dans leur méthode. Ce qui a fait que l'Occident s'est développé rapidement. Et la démocratie, à la faveur de la réussite économique, a pu s'installer. La Chine n'est pas une démocratie et pourtant c'est la deuxième puissance économique mondiale qui bientôt deviendra la première en 2030. Elle a démontré qu'il n'y a pas besoin de démocratie, mais qu'il faut au moins un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a un droit du citoyen. Donc l'Afrique on lui a imposé le modèle démocratique comme si c'était la panacée. Non. La seule chose qui compte en Afrique, c'est que le droit des citoyens soit respecté. La démocratie viendra en second plan une fois que le développement sera installé. Donc on sanctionne le Mali ou le Burkina parce qu'il y a des coups d'État militaires par des hommes qui, à l'époque, comme Sankara d'ailleurs, avaient pris le pouvoir, et ont apporté tout de même une volonté de bien-être et de sécurité à leur population, ce qui est la priorité. Très bien, merci Gamel sur ce point. J'aurai encore quelques questions. Brièvement, s'il vous plaît, Prince Koya, je vous pose la même question. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que les sanctions sont une entrave au développement? Oui, les sanctions sont une entrave. Les sanctions sont une entrave. C'est même l'objectif que l'État qui est sanctionné, ce genre de questions. Cependant, il est important aussi qu'à l'intérieur de nos pays, comme l'a dit Gamel tout à l'heure, que les droits des citoyens, les droits
fondamentaux soient quand même également respectés et que les États veillent à ce que les droits sociaux, économiques, politiques soient... Je reste avec vous, Prince Koya. Vous parlez d'approche afro-africaine et d'approche panafricaine et d'approche sahélo-sahélienne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui le CEMOC est plus que d'actualité? Le CEMOC. Oui. Oui, d'actualité, mais on a eu déjà beaucoup d'entreprises africaines, panafricaines d'actualité. On a l'Union africaine qui n'est pas encore financée par les pays africains, qui est financée par l'extérieur. On a les forces africaines en attente qui ne sont pas financées encore par les pays africains. On a le G5 Sahel qui est mort-né, budget 450 millions, que les pays n'ont pas réussi à rassembler. Donc, prendre des initiatives africaines, c'est bon, mais le vrai problème, c'est quel est l'esprit, quel est le pragmatisme qui accompagne ces idées, qui accompagne ces initiatives africaines. Donc, il y en a déjà beaucoup qui ont été prises. Est-ce qu'on sont prêts à nous donner les moyens humains, matériels, infrastructurels pour enfin aboutir à un projet viable? La question se pose là. Sinon, toute initiative africaine, panafricaine est bienvenue et c'est d'ailleurs le moment de le faire. Très bien, je vous pose... Merci. Je reviens vers vous, Gamel, avec la même question. Est-ce que le CEMOC est aujourd'hui d'actualité? Brièvement, s'il vous plaît. Tout est très rapidement. Toutes les organisations panafricaines qui se mettent en place sont d'actualité. Pour en finir avec le néocolonialisme, il faut en finir avec la monnaie étrangère, le franc CFA. C'est la première des choses. En finir avec la tutelle étrangère militaire, c'est très paternaliste et très insultant pour les Africains. Et à encourager l'intégration régionale parce que c'est le seul moyen d'y arriver. L'Afrique regorge de richesses. C'est un continent extrêmement riche de par sa jeunesse, de par son sous-sol, de par ses terres fertiles. Il faut encourager cela. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est effectivement que les Africains, entre eux, travaillent à un développement raisonné et désenclavent certains pays comme le Mali pour faire en sorte que tout le monde profite à plein de ce développement. Merci. Je vous pose une autre question, Gamel, si vous le permettez. Les groupes terroristes qui sont déployés au Sahel investissent également sur le front social. Est-ce que le développement mis en place aujourd'hui, la réflexion autour du développement et de la stratégie du développement est aussi pour contrecarrer ce visage dont on parle peu des groupes extrémistes violents? Ils ont un jeu qui est très habile de leur part d'ailleurs. Ils ont compris que la question sociale est centrale. Souvent, les courants islamistes se basent sur le social pour conquérir le cœur des gens. Ils font le travail que l'État n'a pas su faire. L'Algérie a montré un exemple. Elle a mis $1 milliard de dollars à disposition pour les développements. C'est le seul moyen d'en sortir des tensions sociales, interethniques, religieuses, c'est de passer par le développement économique pour que les gens aient quelque chose à perdre. Aujourd'hui, la plupart des gens qui se battent n'ont rien à perdre. C'est la raison pour laquelle ils rejoignent des courants radicaux. Mais effectivement, les courants islamistes ont très bien compris la question sociale parce que traditionnellement, l'islam, en dehors de l'extrémisme, a toujours eu un rôle considérable sur la question sociale. On redistribue les richesses, on a imposé aux riches pour donner aux pauvres. Et bien, ces questions-là sont très bien maîtrisées par les islamistes qui ont compris que le terrain est favorable. Très bien. Prince Koya, lors de l'appel du Sahel, de la deuxième rencontre de l'appel du Sahel organisée à Alger, l'approche algérienne a été plébiscitée en termes de lutte contre l'extrémisme violent. Pouvez-vous nous dire un mot sur cette approche justement qui est de plus en plus appréciée pour son expertise dans le Sahel? Écoutez, cette approche promeut effectivement le développement militaire, sécuritaire certes, mais également d'appuyer sur l'embrayage socio-économique. Cet appel-là ne fait qu'appuyer ce que prévoyait déjà le G5 Sahel depuis 2014, c'est-à-dire actionner tout ce qui est levier militaire sans oublier l'inclusion sociale et économique des populations qui, factuellement au niveau des ressources, sont très riches, mais au niveau donc de la redistribution, font partie des peuplades les plus démunies au monde. Donc le vrai problème, et cela a été dit tout à l'heure, il faut œuvrer à ce que les populations soient éduquées et accès à la santé, à la justice, aux services publics, de base à une présence et une effectivité étatique pour que finalement elles se sentent impliquées dans la République, impliquées dans leurs États respectifs, pour qu'enfin la sécurité puisse adjoindre ou s'adjoindre au développement économique et social pour aboutir à une ère harmonieuse. Autrement,
on serait en train... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la prévention est un enjeu finalement dans la lutte contre l'extrémisme? Ça fait partie de tout ce qui est politique sociale. Ça rentre aussi dans le cadre de l'éducation de la masse. Mais pour ça, il faut avoir des écoles, il faut avoir une présence étatique, il faut avoir des aides en termes de santé, en termes de présence de la justice. Donc c'est un tout. Évidemment, l'État, une fois présent, là, dans tous les coins du pays, est capable effectivement de se lancer dans des actions de sensibilisation et de prévention. Mais lorsque l'État est absent, on a fait un no man's land et ça donne ce que ça donne. Donc il est nécessaire également qu'il y ait une effectivité gouvernementale. Très bien, merci. Je vous pose la même question, Gamel Abinasco. Aujourd'hui, la prévention est un enjeu pour les pays du Sahel, et au même titre d'ailleurs que les pays ouest-africains, puisqu'on observe quand même une recrudescence des mouvements terroristes, même dans cette région. Je dirais une chose simple, c'est que on peut entendre les sirènes de l'islamisme politique et radical et violent à partir du moment où on n'a rien à perdre. Un jeune homme qui n'est pas marié, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de travail, pas d'avenir, il n'a rien à perdre, il peut rejoindre ce genre d'organisation qui est une famille nouvelle pour lui. En revanche, à mon sens, un État fort se doit de protéger les faibles. Si un État fort ne protège pas les faibles, c'est qu'il est faible lui-même. Donc aujourd'hui, la question sociale est une question essentielle. La redistribution, l'exploitation des richesses, le rééquilibrage nord-sud, parce que malheureusement, il est très déséquilibré, une zone désertique face à une zone verdoyante. Tout cela doit être mis à plat une bonne fois pour toutes. Et effectivement, si les services minimums sociaux ne sont pas installés, si l'État ne démontre pas qu'il est capable de prendre en charge des familles en difficulté pour leur donner une chance d'accéder à une vie digne et normale, si la dignité est bafouée, évidemment, c'est la violence qui prend le relais. Il n'y a pas un pays dans le monde qui échappe à cette réalité. Lorsqu'on est humilié et que la dignité s'installe, évidemment, c'est la violence qui gagne. Très bien, merci Gamel. Un dernier mot, Prince, avant qu'on se quitte? Oui, écoutez, la paix, la sécurité, le développement dans les pays africains doivent être désormais auto-entretenus. Ils doivent être impulsés par des forces endogènes, par des forces africaines. On en a les moyens. La dynamique du monde aujourd'hui s'offre à nous et nous offre un avantage. Il faut qu'on s'en serve, diversifier les partenaires et puis s'appuyer sur nos propres ressources, nos propres forces endogènes pour impulser ce développement et pour avoir cette sécurité, cette paix tant attendue pour les pays africains. Très bien. Merci, merci Prince. Gamel, merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé au débat et d'avoir rappelé les enjeux qui entourent le problème sahélien, l'abcès sécuritaire sahélien. Merci Gamel. Merci. Merci encore. Merci également à Prince Koya d'avoir également rappelé les défis internes auxquels doivent faire face les pays qui font face à cet abcès sécuritaire. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente soirée à tous. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À la semaine prochaine.